Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 86, l'augmentation de ma valeur nette en 2024. Je continue ce que j'ai commencé la semaine passée à l'épisode numéro 85, où est-ce que je parle de mon allocation d'actifs et de ma valeur nette. On va regarder plus en détail. En 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une variation de la valeur nette, ce qui est normal. On fait des revenus, on a des dépenses, on a des actifs qui peut-être prennent de la valeur. La semaine passée, je vous ai montré au 31 décembre 2024 quelle était la valeur nette. Je vous rappelle, c'était une valeur nette donc de 2,1 millions. Puis là, on avait là-dedans la résidence principale, 600 000. On avait des placements pour 900 000. On avait des investissements de style entreprise, projet pour 500 000. Puis on avait un fonds d'urgence, des liquidités, un fonds de roulement pour 100 000. Donc, ça faisait 2 100 000. Puis là, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2024. Puis, toujours en faisant des parallèles pour essayer de vous aider à comment voir la gestion de vos actifs, vos passifs, puis peut-être vous orienter. Être transparent aussi. Je vais être transparent avec mes finances personnelles parce que, le podcast parle de finances personnelles. Je partage mon expérience, je partage ce que j'ai appris au fil des années. Puis, ça fait partie de l'exercice là, que je veux faire avec le podcast. Évidemment, sur un podcast de façon audio, là, les chiffres, j'essaie de les arrondir le plus possible. Ça a été très difficile, en fait, aujourd'hui, de préparer ce que je voulais présenter parce que je trouvais ça toujours trop compliqué. Et puis, j'ai essayé de le ramener le plus simple possible pour pouvoir en parler comme ça en audio sur le podcast. OK. Premièrement, ce qui s'est passé en 2024, c'est que la valeur nette, donc vous savez déjà que c'était 2,1 millions à la fin de décembre 2024, mais c'était combien à la fin de décembre, donc 2023? À la fin 2023, était à combien? La valeur nette était à 1,8 millions. Donc, dans le fond, il y a eu une augmentation de 300 000. Il y a eu une variation de 300 000 en 2024 dans mes finances personnelles. Puis là, c'est ça qu'on va découper. On va regarder, OK, ce 300 000-là, comment qu'on peut le voir? Puis, commençons par l'aspect liquide, non liquide. OK, il y a eu des variations de valeur où est-ce que c'est de l'argent vraiment qui est rentré, puis il y a des variations de valeur où est-ce que c'est des actifs qui ont gagné. Donc, liquide, ce qui s'est passé en 2024, il y a des revenus liés à mes investissements d'entreprise. Donc ça, si vous vous rappelez, au dernier épisode, je l'ai découpé en deux. J'ai comme l'ancienne entreprise, celle que j'avais achetée dans le fond où je travaillais depuis 2013, je travaillais depuis 2004, mais j'ai commencé à acheter des parts dans cette entreprise-là en 2013, puis une autre fois en 2018, j'avais environ 10% de l'entreprise. Donc ça, je l'ai vendu en 2024, mais ça m'a quand même rapporté quelque chose. Il y a eu des revenus pour 100 000 de cette entreprise-là, mais ça, c'est de la dernière année, dans le fond, que je vais avoir ces revenus-là, mais c'est pas grave, ça fait partie des revenus que j'ai eus pendant 2024. Ensuite, il y a une nouvelle entreprise qui est comme un spin-off de cette entreprise-là que j'ai racheté. Ça a aussi généré un autre 100 000 de plus de revenus. OK? Donc ça, c'est pour la nouvelle entreprise. Ensuite, travail autonome, puis prêt privé. Travail autonome, c'est mon travail de courtage hypothécaire. Ça l'a rapporté 60 000. Puis des prêts privés, comme j'ai dit aussi au dernier épisode. Donc, j'ai fait ça, des prêts privés entre 2021 et 2024. Et puis, ça s'est terminé maintenant, je n'en fais plus. Mais j'ai eu quand même des revenus de tout ça en 2024, donc 10 000. Donc, pour un total de revenus liquides de 270 000. OK, des revenus non liquides pendant 2024, ça a été de 200 000. Donc, on récapitule, OK? Il y a eu une variation de la valeur nette en 2024 de 300 000. Il y a eu des revenus de 270 plus une augmentation de valeur de 200, ce qui faisait en tout plus 470 000 pour 2024. Mais il y a eu des dépenses qu'on doit enlever de ça pour 170 000. OK? Les dépenses, j'ai trois choses là, pour rendre ça simple. C'est qu'il y a des dépenses d'entreprise, il y a des dépenses personnelles, puis il y a de l'impôt.
OK? Ça a été les dépenses de 170 000, ce qui fait que ça fonctionne. Là. La valeur nette a augmenté de 300. Je reviens au non liquide. OK? Je vous ai parlé là, en détail un petit peu des systèmes qui étaient liquides. Donc ça, c'est vraiment l'argent qui est rentré, qui va être imposé en passant, pour ceux qui ont de l'impôt à payer dans la section dépenses. Mais là, je reviens au non liquide. Puis ce qui est le non liquide est moins imposé. Premièrement, il y a une grande partie, le 200 000 d'augmentation de valeur, ce sont les placements. Les investissements de type placement, donc ça, c'est passif, c'est sur les marchés financiers, c'est dans les comptes CELI REER, OK? Je vous rappelle, il y avait un 900 000. C'est que ça a augmenté de 165 000, OK? Il y a eu des gains, surtout des gains de valeur non réalisés, puis il y a eu peut-être aussi des dividendes déclarés qui ont été réinvestis. Bref, 165 000, c'est ce qui provient de cette section-là des actifs. Ensuite, il y a eu aussi un autre gain de valeur, mais des investissements de type entreprise. Donc, ça, c'est l'ancienne entreprise qui, elle, avait une petite croissance de valeur quand même. Elle générait du revenu en dividende, mais aussi elle pouvait augmenter en valeur. Donc, c'est certain quand on a des actifs, que ce soit des entreprises privées, que ce soit sur les marchés financiers, on gagne sur plusieurs fronts. Ça génère du revenu, puis aussi la variation de la valeur augmente ou peut diminuer dans le temps, mais généralement, si on a des bons placements, des bons investissements, ça va augmenter. Dans le non liquide, OK, note importante parce que, bon, vous vous rappelez, j'ai aussi la résidence principale, 600 000. On pourrait dire que l'immobilier en général résidentiel va augmenter à peu près de 3 % par année. OK? Mais ça, évidemment, tant qu'on ne vend pas la propriété, on ne sait pas vraiment combien que ça vaut. Moi, je suis très conservateur dans cet aspect-là. Fait que ça, je l'ai mis à zéro, le gain de la valeur de ma résidence principale. Je le mets à zéro en plus que lorsque je vais vouloir m'acheter une autre, quand je vais vouloir déménager, vendre celle-ci, m'en acheter une autre, toutes les propriétés vont coûter plus cher. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas dans ma variation pour 2024. Là, j'ai pas acheté ni vendu ma résidence principale. Donc, je le mets à zéro, mais il faut savoir que j'aurais pu mettre, par exemple, un 3 % puis ça aurait été conservateur, dire que la résidence principale a augmenté 18 000. On pourrait même mettre 5 % ça aurait fait 30 000 en augmentation de valeur. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, tout ça, ça ne comprend pas d'augmentation de valeur de la résidence principale. Ça, c'est pour le non liquide. C'était les placements généralement, plus les investissements type entreprise, là, une petite augmentation d'un des aspects. L'autre entreprise, la nouvelle, là, je l'ai acquise en 2024, donc je lui mets pas là, une augmentation de valeur. De toute façon, c'est une entreprise qui est plus risquée. On sort l'argent au fur et à mesure qu'il y a des revenus, donc elle, je suis très, très conservateur, je ne mets pas non plus d'augmentation de valeur. Si on découpe les dépenses maintenant de 170 000, donc tous les revenus, que ce soit liquide, non liquide, 470, on doit enlever de ça les dépenses de 170 pour faire l'augmentation réelle de la valeur nette en 2024 de 300 000. Les dépenses, il y a un 20 000 de travail autonome. Donc ça, c'est lié à mon courtage hypothécaire. Donc ça, c'est l'accès à ma plateforme de Planiprêt. Ce sont en quelque sorte tous les systèmes dont j'ai besoin informatiques, les services, Calendly, etc. J'en ai un paquet. Plus des petites dépenses comme mon téléphone cellulaire, l'Internet, les travailleurs autonomes. Souvent, on va arriver puis on va pouvoir mettre des dépenses comme ça. Surtout, moi, je travaille de la maison à 100%, donc j'ai quelques dépenses. Donc ça, c'est 20 000 que j'ai calculé pour 2024. Et puis après ça, j'ai des dépenses personnelles. Donc après ça, c'est les voyages, c'est la nourriture, c'est notre coût de logement, nos taxes municipales, scolaires, etc. Je veux faire un autre épisode en passant pour détailler le budget, détailler le 75 000 qui, en fait, a été un peu élevé en 2024. Normalement, mon budget est plus autour de 55 000, mais parce qu'on a fait beaucoup de voyages en 2024, puis on s'est permis un petit peu plus de dépenses là, de ce côté-là. Puis ensuite, il y a l'impôt, 75 000 que j'ai calculé environ d'impôts pour 2024, qui fait en sorte qu'on arrive à la variation nette de 2024. Donc là, ça fait le tour des chiffres. Il y a d'autres choses que je veux adresser. Chacun de ces revenus-là, on peut y attribuer un niveau sur l'échelle de actif versus passif. Est-ce que les revenus que j'ai en 2024, ce sont des revenus actifs ou ce sont des revenus passifs? On va les regarder un par un. Puis là, je vais les commenter, mais avec cette vision-là de revenus actifs-passifs. Donc, si on revient au revenu liquide de 2024, le 100 000 de l'ancienne entreprise, par exemple, ça, c'était des revenus plutôt passifs.
Mais il fallait que je sois employé dans l'entreprise pendant 10 ans avant de pouvoir acheter des actions dans cette entreprise-là. C'est pas n'importe qui pouvait acheter ça. Donc, il y a eu beaucoup de travail. J'ai été employé, je suis resté au même endroit longtemps, puis j'ai acquis des connaissances qui étaient spécifiques à cette entreprise-là et ça m'a donné accès à acheter. Donc, j'ai pris un prêt, puis j'ai acheté mes actions et puis le prêt s'est remboursé assez rapidement. Après ça, j'avais cet actif-là qui générait un revenu. OK, maintenant, je l'ai vendu par contre parce que là, je suis plus dans l'entreprise de façon active, justement. Donc là, je devais vendre mes parts à ceux qui sont dans l'entreprise. C'est normal. C'est souvent comme ça, les PME, qu'on va fonctionner. Donc ça, c'était plutôt rendu passif parce que là, j'avais arrêté, moi, à la fin 2022, mais je continuais de faire des petites choses. Je continuais, en fait, de travailler quand même à surveiller des systèmes, à prendre soin de certains systèmes informatiques qui me prenaient pas trop de temps, mais quand même, je faisais des choses, j'étais toujours... Puis même encore aujourd'hui, je suis toujours là pour répondre à certaines questions s'il arrivait quelque chose ou est-ce que des systèmes dont je m'occupais qui avaient un problème. Donc, c'était quand même assez passif, mais reste que je suis toujours là. Donc, il y a un petit volet actif lié à ça. Mais là, ça, c'est presque terminé. Là, ça se fait sur plusieurs années, tout ça. Mais j'aurai plus de revenus là, en 2025 liés, ou en tout cas très peu. Ça va être juste de l'intérêt sur la balance de vente. Mais ça ne sera pas comme autant là, que ce que j'ai reçu en 2024. Autre, la nouvelle entreprise, elle, j'ai reçu, donc, comme j'ai dit, un autre 100 000 $. Celle-là est plutôt, je vous dirais, active en ce moment. Parce que là, depuis 2024, j'ai repris un petit peu, puis j'ai fait beaucoup de choses et je dois m'en occuper beaucoup. Donc, sur l'échelle actif-passif, c'est pas 100% actif. C'est pas comme un travail, c'est pas comme un job, c'est pas comme un salaire, mais je passe quand même pas mal d'heures à m'en occuper. Puis dans l'optique où est-ce que ça va rester assez passif. Mais peut-être que je vais vouloir travailler dedans pour la faire croître, pour augmenter sa valeur, pour augmenter les ventes dans cette entreprise-là. Donc, on va voir. Pour l'instant, je vous dirais que ça se retrouve peut-être au milieu là, entre actif et passif. Donc ça, c'est pour la nouvelle entreprise. Celle-là, ça va continuer normalement en 2025, mais c'est toujours à risque. Si on a un client qui s'en va, un de nos gros clients, par exemple, dont on est beaucoup dépendant, ça pourrait mettre toute l'entreprise à risque, puis ça pourrait, dans quelques années, arrêter complètement. Donc, c'est pour ça que je me fie pas 100% à ça, mais pour l'instant, c'est un beau revenu. Troisième item, c'est le courtage hypothécaire. Ça, c'est très actif. OK, je passe la majorité de mon temps sur le courtage hypothécaire. Ça leur a apporté un certain montant. C'est long avant de se faire une clientèle, de se faire connaître. C'est beaucoup du bouche à oreille. Puis, je passe beaucoup de temps à enregistrer les podcasts, créer mon contenu. Puis là, je suis un petit peu dans mon projet passion. Tu sais, je fais ça dans l'idée que je veux aider les gens avec leurs finances personnelles. Puis oui, je veux aider, puis je veux aussi être rémunéré d'une certaine façon. Pourquoi pas le faire avec le courtage hypothécaire? J'ai trouvé que c'était une belle façon. Bref. Ça, c'est mon travail autonome, c'est du travail à commission. Il y a un petit peu d'investissement parce que j'ai des dépenses. Donc, si je calcule le rendement versus mes dépenses, on va dire que c'est du 200% de rendement parce que je dépense 20 000 pour faire 60. Mais on s'entend qu'en réalité, c'est du travail. Chaque dossier, je dois les travailler. J'ai beaucoup de suivi à faire. J'envoie des vidéos, je fais de l'accompagnement, on a des rencontres à distance, téléphoniques, etc., des appels. Je fais beaucoup d'appels aussi qui ne mènent pas nécessairement à des dossiers. Ça, côté actif-passif, ce revenu-là est très actif. Okay? Ensuite, les prêts privés, j'en ai parlé. Les prêts privés, j'en ai fait de 2021-2024. C'était ça très passif aussi. Un petit peu actif. Je voulais sélectionner chaque prêt que je faisais. Je voulais moi-même aller signer chez le notaire, comprendre le projet, ça va être quoi exactement. Celui qui emprunte, ça va être pour faire quoi. Donc, il y avait un petit peu de travail en amont. Ça, comme je l'ai déjà expliqué, je trouvais que c'était pas assez rentable pour le stress que ça m'apportait, mais c'est assez passif. Mais en même temps, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, on parle de 5-10% de rendement. Si je reviens avec les rendements, là, l'ancienne entreprise, on était autour de 25% de rendement sur ce que j'avais investi. Puis la nouvelle entreprise, qui je considère plus risquée, on est à 50% de rendement. Dans le fond, ça génère 100 000 puis ça vaut 200. Fait qu'on parle de 50. OK, donc là, je vais dans les non liquides. OK, ce qui s'est passé, les placements. Les placements, ce sont les marchés financiers. Dans mon cas, c'est tout en CELI et REER. OK, il y a un 900 000 là. 165 000 l'année passée. Ça, c'est très passif. C'est très passif. J'ai pratiquement pas touché. Oui, quand j'ai des rentrées d'argent, des fois,
j'ai des liquidités, puis je dois aller comme décider dans quoi je l'investis. Mais tu sais, j'ai une stratégie assez simple. Buy and hold, on achète, puis on le garde à long terme. Puis il y a beaucoup d'indiciels. Quand je ne sais pas quoi acheter, par exemple, juste ajouter dans mes fonds indiciels, puis j'achète le marché d'attitude. Celui-là, il a généré 22% de rendement. Ça a été une très, très bonne année. C'est pas toutes les années qui sont comme ça. 2024, ça a été super bon. J'ai un portefeuille quand même, c'est ça, équilibré, 22%. Ça aurait pu faire plus. Dans mon club d'investissement avec mes amis, on a des titres beaucoup, beaucoup plus agressifs, risqués, puis le portefeuille a fait 60%. Mais tu sais, ça veut rien dire. L'année prochaine, ça peut faire moins 40. Tandis que mes CELI REER, j'ai quand même une base là, qui est normalement indicielle, qui ne devrait pas fluctuer autant que mon club d'investissement, où est-ce que là, on prend des single stocks, puis on achète parfois des trucs liés au Bitcoin, puis etc. Donc ça, les placements, ça l'a fait 22%. Ensuite, investissement gain-valeur pour l'ancienne entreprise, il y a peut-être un 10% de rendement. Tu sais, comme j'expliquais, les entreprises, on va avoir des revenus du cash flow liquide. À chaque année, on va avoir des dividendes, puis il va y avoir peut-être une augmentation de la valeur, mais j'ai calculé qu'il y avait quand même eu une augmentation peut-être de 10% annuelle. Tu sais, une entreprise qui n'est pas en croissance, comme c'était le cas dans le fond où est-ce que je travaillais, on n'était pas en grande croissance, c'était quand même stable. On avait une petite croissance de 10%, puis la majorité des profits étaient redistribués aux actionnaires. Donc, c'est différents styles d'entreprise. Les deux peuvent être assez payants dans les entreprises privées. Ça travaille quand même sur les deux fronts. Puis en plus, lorsqu'on vend nos parts, étant donné que c'est une petite entreprise, il y a des exonérations sur gains en capital. Donc ça, on vise ça absolument pour les petites entreprises. Ensuite, j'en ai parlé, résidence principale, on parle d'un rendement peut-être de 3-5% sur l'immobilier résidentiel en général. Donc ça, je ne l'ai même pas calculé. En fait, il n'est pas compté dans mon 300 000. OK. Ça, c'était pour actifs-passifs. Puis j'ai aussi parlé des rendements. Ça fait le tour là, de ce que je voulais exposer aujourd'hui, de ce dont je voulais parler. Les points à retenir aujourd'hui, tu sais, je présente ça par transparence, puis pour stimuler peut-être un peu la façon que vous voyez vos propres revenus. Évidemment qu'en voyant ça, un point à retenir, ça serait que la liquidité, c'est important. Souvent, la liquidité, par contre, c'est lié à l'impôt. Souvent, les gens ne veulent pas payer d'impôt, donc on va avoir tous nos gains dans du non liquide. Le problème, c'est qu'on peut se sentir qu'on ne peut pas dépenser, on peut se sentir pauvre, puis que c'est juste comme sur papier. Donc moi, j'aime ça. Comme vous le voyez, en 2024, j'ai eu 270 000 liquides, 200 000 non liquides. J'aime ça, moi, quand c'est liquide. J'aime ça le voir passer dans mon compte. Puis je le paye mon impôt au fur et à mesure. Mais je comprends que le non liquide, souvent, c'est ça qui est le moins imposé. Puis souvent, c'est un petit peu quand on va y aller en spéculation dans l'immobilier, on va vouloir viser les augmentations de valeur. Puis c'est ça qui est très, très payant aussi. Encore là, ça revient à, OK, où est-ce qu'on veut mettre nos efforts, notre temps, notre allocation d'actifs? Moi, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup via les entreprises où est-ce que j'ai un petit peu plus de contrôle. Oui, c'est passif parce que c'est un actif quand même. C'est une entreprise qui roule presque tout seul dans plusieurs cas, mais j'aime ça quand c'est très liquide. Puis le cash flow, c'est l'oxygène. Tu sais, ça, faut pas arriver en dessous. Si on reste toujours très proche entre nos liquidités puis nos dépenses, c'est difficile. La sécurité, la paix financière, ça provient beaucoup du fait d'avoir une marge entre justement nos liquidités puis ce qu'on dépense. Puis moi, ça a toujours été quelque chose depuis 2005 que j'ai commencé à travailler. Au début, c'était juste mon salaire. J'avais juste le salaire, mais je m'organisais pour que ce qui rentrait liquide, cash, c'est toujours plus grand que ce que je dépense. Puis j'ai jamais arrêté ça et puis ça s'est augmenté avec le temps. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, 270 000 liquides qui rentrent, puis mes dépenses perso sont à 75 000. Puis là, ben oui, là, j'ai de l'impôt là-dedans, mais je m'assure que les liquidités sont là parce que moi, ça, c'est l'oxygène. Puis j'aime ça savoir, en 2024, ben j'en avais comme 100 000 de trop. Bon, ben ça va soit dans les placements, ça s'en va quelque part, puis on augmente la valeur nette. Puis peut-être qu'on va pouvoir faire d'autres projets, là, comme en 2025, se marier, on va mettre de l'argent là-dessus. Peut-être qu'on va aller acheter une plus grande maison éventuellement, puis on va continuer d'en mettre dans les placements parce que, ben oui, tu sais, éventuellement, peut-être que le travail autonome, je vais vouloir ralentir ça, malgré que je
suis pas rendu là, pas du tout. Et puis voilà, c'est un peu le point à retenir, les liquidités, là, c'est l'oxygène. On en a besoin, donc faire attention de ne pas tout mettre, tout se concentrer, comme les investisseurs immobiliers, souvent, moi, c'est une raison pourquoi je ne suis pas allé nécessairement là-dedans, c'est qu'on se concentre beaucoup sur ce qui est l'augmentation de valeur, puis on oublie le côté qui est liquide, parce que c'est difficile dans l'immobilier d'avoir du cash flow, les valeurs sont tellement élevées, fait qu'il faut absolument miser sur l'augmentation de valeur. Mais là, si on y va de façon plus active, puis qu'on se concentre aussi pour s'assurer qu'on a du cash flow, puis d'avoir une bonne marge, c'est ça mon message, dans le fond, c'est d'avoir une marge. Donc, ensuite, l'importance de passer des placements vers l'investissement. Bien, vous voyez un petit peu les rentabilités, ce que j'ai parlé aujourd'hui. Oui, c'est beau les placements, mais un peu comme à l'épisode numéro 75, les 6 phases de l'investissement performant. Oui, au début, on y va peut-être dans nos placements. On travaille à salaire, puis on commence, on le met dans le CELI, REER, dans les placements. Mais ce qui est très, très rentable, c'est quand on va après ça dans les projets. OK? Puis là, on peut aller soit dans des projets d'entreprise ou dans l'immobilier, où est-ce que là, on acquiert des parts, puis les rendements sont beaucoup plus intéressants. Là, on passe du, tu sais, là, comme cette année, 22 % de rendement avec les placements. Il n'y aura pas ça à chaque année. Normalement, c'est plus autour de 10, puis même, tu sais, peut-être 9, 8, dépendamment de la façon qu'on investit. Mais si on va dans les entreprises privées normalement puis qu'on y va de la bonne façon, il faut vouloir faire du 25, 30, 40, 50 % sur ce qu'on va investir au niveau entreprise. Donc, ça vaut la peine de garder un peu d'argent de côté. Tu sais, c'est pour ça que c'est bon d'avoir de la liquidité, de l'oxygène pour après ça investir dans ces entreprises-là parce que c'est là que la rentabilité, ça va beaucoup plus vite. C'est intéressant, puis qu'on a plus de contrôle aussi. Puis voilà, importance de multiples sources de revenus. Tu sais, moi, l'idée d'aller faire du courtage hypothécaire, même si j'ai encore les autres choses, j'ai essayé du prêt privé, j'ai aussi les placements. On s'entend là que j'ai 3-4 sources de revenus, multiples sources de revenus. Là, je suis allé même en regroupant certains aspects, mais j'en ai comme 7-8 dans le fond des sources de revenus. La diversification est égale à la sécurité, puis ça égale à on s'assure qu'on chemine dans le bon sens. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que cette présentation-là, encore une fois, comme là, ce que j'ai parlé de mon allocation d'actifs au dernier épisode, j'espère que là, mes revenus, dépenses, mon rendement, si on veut, de 2024, ça a été intéressant pour vous et que vous puissiez faire le parallèle avec vos propres actifs et revenus liquides, non liquides, et que ça l'aide avec votre réflexion. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.